Les enfants ont emmené leurs parents âgés dans une forêt reculée, convaincus que personne ne découvrirait la vérité. Mais ils s'étaient trompés. La forêt avait tout vu, et quelqu'un d'autre aussi. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé leur destin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez. Dans le quartier prestigieux qui surplombait la ville, les façades immaculées des maisons semblaient briller sous la lumière déclinante. Là, au sommet de la colline, se dressait la demeure des Collins. Vaste construction de 3 étages, entourée d'un jardin taillé avec une précision presque mathématique. Tout, dans cette maison, respirait la réussite sociale, l'ascension méthodique, et cette volonté silencieuse de montrer au monde qu'ici vivait une famille qui avait su transformer sa vie en monument. Pourtant, derrière les murs impeccables, une fissure sourde s'élargissait, invisible au regard des passants, mais prête à engloutir ceux qui l'habitaient. Ce soir-là, dans la grande salle à manger éclairée par un lustre ancien, Andrew Collins observait son frère et sa sœur comme s'ils étaient des étrangers. Il aimait se donner l'air du maître de maison, s'asseyait toujours à l'extrémité de la table, légèrement en hauteur, comme pour rappeler qu'il était l'aîné, celui qui devait naturellement diriger. Mais son assurance n'était qu'une façade. Il y avait dans son regard une nervosité nouvelle, une crispation qu'il tentait de dissimuler sous des gestes étudiés, sous l'arrogance tranquille qu'il avait longtemps cultivée dans le monde des affaires. Sa dernière opération financière avait échoué d'une manière si brutale qu'il en avait encore le vertige. Le gouffre qu'il essayait de contenir depuis des semaines menaçait de l'engloutir, et il savait que s'il ne trouvait pas rapidement de solution, tout ce qu'il avait bâti s'effondrerait. Face à lui, Laura feuilletait nerveusement son téléphone, faisant glisser son doigt sur l'écran sans réellement lire. Son visage, habituellement détendu, portait une tension inhabituelle. Chaque vibration du téléphone lui arrachait un sursaut discret. Chaque nouveau message était une morsure invisible. Depuis plusieurs mois, un maître chanteur exploitait les erreurs de sa jeunesse, les soirées où elle avait cherché l'oubli, les décisions imprudentes que seule l'arrogance de ses 20 ans pouvait excuser. Elle avait payé une première fois pour étouffer l'affaire, puis une deuxième, une troisième, et elle sentait que cela ne finirait jamais tant que l'argent coulerait encore de ses mains tremblantes. Elle jetait régulièrement un regard en coin vers ses frères, surtout vers Andrew, espérant un soutien qu'elle n'osait formuler. Jason, quant à lui, riait d'un rire trop sonore pour être vrai. Il lançait des plaisanteries destinées à détourner l'attention, mais ses yeux, eux, trahissaient une inquiétude qu'il tentait de dissimuler. Ses créanciers étaient des hommes qu'on ne pouvait pas ignorer, et chaque jour qui passait rapprochait leurs menaces. Il se savait en danger, et malgré sa désinvolture, une peur sourde l'habitait. Une peur qu'il tentait d'évacuer par des éclats d'humour de plus en plus maladroits. Il se retrouvait ainsi, 3 adultes liés par le sang, mais séparés par leurs secrets, leurs dettes et leur incapacité à avouer la vérité. Tous 3 étaient empêtrés dans des problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés, et pour la première fois de leur vie, ils se trouvaient en situation de faiblesse simultanément. C'est cette coïncidence tragique qui fit naître chez eux une idée qu'ils n'auraient jamais osé prononcer quelques années plus tôt, mais qui, face à la panique, leur paraissait soudain d'une froide logique. Ils pensèrent à leurs parents. Thomas et Evelyn Collins vivaient désormais simplement, dans la petite maison où ils avaient élevé leurs enfants. Leur retraite était modeste mais suffisante. Leur maison entièrement payée et leur existence paisible, sans excès ni imprudence. Aux yeux de leurs enfants, c'était là un trésor inutilisé, un capital dormant, une sécurité dont eux, les héritiers, auraient bien besoin dans l'immédiat. Ils n'y voyaient plus l'œuvre d'une vie, ni le refuge chaleureux de leur enfance, mais une solution tangible à leur propre désastre. La conversation autour de la table devint progressivement plus lourde. D'abord, ils évoquèrent les difficultés économiques générales, puis les dépenses grandissantes, puis les inquiétudes liées à l'âge de leurs parents. Peu à peu, leur voix se faisait plus basse, plus confiante, comme si l'idée qu'ils construisaient devait rester secrète même entre eux. Andrew insinua que leurs parents étaient devenus imprudents, incapables de gérer seuls leurs finances. Laura évoqua leur comportement, oublieux, les risques, la solitude. Jason, plus direct, glissa que leurs parents n'avaient plus réellement besoin d'un si grand foyer. Ainsi se forma l'ombre du projet. Ils se convainquirent qu'ils agissaient pour le bien de tous, même si au fond d'eux-mêmes, une part de leur conscience leur murmurait qu'ils s'aventuraient
sur une pente dangereuse. Pour faire accepter leur idée, ils présentèrent d'abord aux parents une série de recommandations déguisées en conseils. Ils se montrèrent attentionnés, organisèrent des visites impromptues, proposèrent des examens médicaux, des services juridiques, des assurances supplémentaires. Chaque fois que Thomas et Evelyn repoussaient ces intrusions, les trois enfants redoublaient de persuasion, puis de pression. Ils apportèrent finalement des documents légaux, prétextant des simplifications administratives, des protections financières, des dispositions nécessaires pour leur sécurité. Mais Thomas, lucide et droit, refusa de signer quoi que ce soit, conscient du piège qui se dessinait derrière les sourires forcés de ses enfants. Evelyn, bien que plus douce, suivit son mari avec détermination. Ce refus déclencha quelque chose chez les trois enfants. L'idée qui n'était qu'un murmure devint un plan concret. Ils comprirent qu'il n'y aurait pas d'accord, pas de signature, pas de transfert de maison ou d'économie. Alors, à huis clos, ils imaginèrent une autre issue. Ils parlèrent d'un programme de remise en forme censé offrir aux parents un moment de détente hors de la ville. Ils préparèrent des sacs avec juste assez de provisions pour rendre le scénario crédible. Ils choisirent une zone reculée dans la forêt, suffisamment éloignée pour effacer toute trace. Leur ton se voulait rationnel, froidement stratégique, comme s'ils organisaient un déplacement logistique plutôt qu'un acte irréversible. Un matin, avant l'aube, ils arrivèrent devant la maison des parents. Thomas et Evelyn, légèrement surpris mais confiants, montèrent dans la voiture. Les enfants parlèrent avec une douceur presque excessive, louant la beauté de la nature, l'air pur, le bien que cette journée ferait à leur santé. Plus la voiture roulait vers l'intérieur de la forêt, plus le silence s'installait. Les arbres devinrent plus denses, la lumière plus rare. Evelyn sentit une inquiétude innommable naître en elle, mais se força à sourire, convaincue que ses enfants savaient ce qu'ils faisaient. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin, le lieu semblait coupé du monde. Pas de sentier, pas de refuge, rien qu'une vaste étendue boisée, silencieuse, presque menaçante. Les enfants aidèrent leurs parents à descendre, posèrent les sacs au sol, échangèrent quelques phrases vagues. Puis, dans un moment qui restera gravé dans la mémoire des deux vieillards comme une douleur inexprimable, les trois enfants s'éloignèrent. Ils marchèrent vers la voiture, sans se retourner. Le moteur rugit, et en quelques secondes, ils disparurent entre les arbres. Thomas, hébété, tenta d'appeler Andrew, puis Laura, puis Jason. Seule la forêt lui répondit. Evelyn mit quelques minutes à comprendre l'ampleur de la trahison. Ses mains tremblaient, ses yeux se remplirent d'un effroi qui ne trouvait pas encore de mots. La forêt les enveloppa dans un silence glacial. Et alors que la voiture s'éloignait, emportant avec elle toute leur vie passée, commença pour Thomas et Evelyn une autre histoire, dont même leurs enfants n'auraient jamais pu imaginer l'issue. Lorsque le grondement du moteur disparut derrière les arbres, Thomas et Evelyn restèrent immobiles, comme figés dans une réalité qu'ils ne pouvaient encore concevoir. Le silence de la forêt semblait absorber les derniers échos de la voiture, laissant place à une immobilité presque irréelle. Pendant de longues secondes, aucun des deux ne parla. Ils se tenaient debout, légèrement vacillants, encore engourdis par les effets du médicament que leurs enfants leur avaient administré sous le prétexte d'un complément pour le voyage. La lumière déclinante filtrait à travers les branches, projetant des ombres mouvantes autour d'eux, et tout paraissait soudain hostile, étranger, comme si la nature elle-même les observait sans bienveillance. Evelyn fut la première à rompre ce mutisme étouffant. Sa voix, tremblante, semblait venir de très loin. Elle appela Andrew, puis Laura, puis Jason, chaque nom s'éteignant dans l'air froid sans obtenir la moindre réponse. Thomas, la mâchoire serrée, tenta lui aussi d'appeler, mais le vent se contentait de porter sa voix sans jamais la renvoyer. La prise de conscience survint lentement, par vagues successives, douloureuses et de plus en plus insupportables. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un malentendu. Leurs enfants les avaient abandonnés délibérément, ici, loin de tout, dans un lieu où aucun passant ne viendrait les chercher. Le froid commença à se faire sentir alors que le soleil s'enfonçait derrière la cime des arbres. Thomas comprit qu'il ne pouvait pas rester immobile. Il prit la main d'Evelyn, lui demanda d'essayer de marcher, de garder son corps éveillé. Les effets du médicament rendaient leurs gestes maladroits, mais il savait que s'ils cédaient à la torpeur, la nuit pourrait leur être fatale. Ils avancèrent donc lentement, trébuchant parfois,
cherchant un abri, un signe quelconque, qui pourrait leur offrir un peu de répit. La forêt se densifiait, les feuillages formaient des barres d'ombre presque opaques. Evelyn, encore sous le choc, murmurait des phrases disjointes, essayant de comprendre comment de tels enfants qu'elle avait portés, nourris, aimés, avaient pu poser un acte aussi impensable. Au bout d'un moment, Thomas remarqua une légère inclinaison dans le terrain, un mouvement du sol qui suggérait une petite dépression. Il entraîna Evelyn vers cet endroit, où quelques branches tombées pouvaient offrir un abri sommaire pour passer la nuit. Il se mit aussitôt à rassembler des feuilles, des brindilles, tout ce qui pouvait leur fournir un peu de protection contre l'air mordant. L'obscurité les enveloppait complètement désormais, et chaque bruit de la forêt, un craquement, un bruissement, un souffle, semblait résonner comme une menace. Evelyn, blottie contre son mari, ferma les yeux dans un mélange de terreur et d'épuisement. Thomas resta éveillé le plus longtemps possible, guettant les ombres, surveillant chaque son esprit tournoyant entre la douleur de la trahison et l'instinct farouche de protéger la femme qui partageait sa vie depuis tant d'années. Lorsque le matin arriva enfin, il n'apporta pas de réconfort immédiat. Le froid avait pénétré jusqu'à leurs os et chaque mouvement leur arrachait une grimace de douleur. Mais au moins, la lumière révélait mieux leur environnement. Thomas aida Evelyn à se lever, lui frotta les mains pour raviver la circulation, puis observa attentivement les alentours. Il savait quelques principes rudimentaires de survie, glanés lors de ses années d'armée, et l'un d'eux lui revint en mémoire. Suivre un cours d'eau. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie, parfois même des hommes. Il ferma les yeux quelques secondes pour écouter. Au loin, presque imperceptible, un filet sonore se distinguait, un écoulement léger, comme un murmure liquide. Thomas prit la main d'Evelyn et l'encouragea à avancer. Chaque pas demandait un effort immense, mais la perspective d'un but, même minime, rallumait en eux une étincelle d'espoir. En marchant, Evelyn se remémorait des fragments du passé, les rires des enfants lorsqu'ils jouaient dans le jardin, les anniversaires, les soirées autour du feu. Ces images, autrefois sources de bonheur, se transformaient maintenant en poignards, lacérant son cœur à chaque souvenir. Elle ne comprenait pas ce qui avait pu pousser leurs enfants à un acte si cruel, si calculé. Thomas, lui aussi, repensait à tout ce qu'il avait fait pour eux, les heures supplémentaires, les sacrifices, les nuits sans sommeil lorsqu'ils étaient nés malades. Il ne se l'expliquait pas davantage, mais il savait qu'ils n'avaient pas le luxe de s'attarder sur la douleur. La survie exigeait toute leur attention. Ils finirent par rejoindre un ruisseau étroit, dont l'eau claire s'écoulait en un mouvement apaisant. Ils se penchèrent pour boire, leurs lèvres tremblantes touchant à peine la surface glaciale. L'eau leur apporta une fraîcheur vivifiante, mais aussi une nouvelle prise de conscience. Suivre ce ruisseau pourrait les mener quelque part. Ils se mirent donc en marche le long du lit d'eau, progressant lentement, avec prudence. Le paysage changeait progressivement. Les arbres s'écartaient parfois pour laisser place à de petites clairières, puis se resserraient à nouveau. Le bruissement de l'eau, constant, devint leur unique repère. Au fil de leur marche, les émotions refoulées d'Evelyn finirent par s'exprimer. Elle questionna le ciel, la terre, les arbres, cherchant désespérément une logique à la cruauté de leurs enfants. Thomas répondit avec douceur, bien que sa voix fût lourde de peine. Il tenta de calmer sa femme, de lui rappeler qu'ils avaient toujours dépassé leurs épreuves ensemble. Ce n'était qu'une de plus, même si c'était probablement la plus douloureuse. Cette conversation, empreinte d'une profonde humanité, leur permit d'avancer encore 1 heure avant que la fatigue ne commence à les écraser. Finalement, alors que l'après-midi touchait à sa fin, le ruisseau s'élargit brusquement pour se jeter dans un petit lac. La surface de l'eau, lisse et immobile, reflétait la canopée comme un miroir. Et c'est là, au bord du rivage, qu'ils aperçurent une structure. D'abord, elle n'était qu'une forme indistincte entre les arbres. Mais à mesure qu'ils s'approchaient, elle se révélait être une cabane, rustique mais solide, avec un toit de tôle et des murs de bois patinés par le temps. La porte s'ouvrit brusquement, faisant sursauter Evelyn. Un homme en sortit, un homme âgé, au visage creusé par les années, aux yeux clairs et perçants. Ses vêtements étaient usés, mais propres. Il s'appuyait légèrement sur un bâton, mais sa posture demeurait étonnamment droite. Il observa les 2 vieillards sans une once de surprise, comme s'il s'attendait à leur venue. C'était Gareth Rod. Il s'avança lentement,
avec prudence mais sans hostilité, et posa son regard sur Thomas, puis sur Evelyne. Un silence lourd précéda ces mots. Un silence qui semblait dire qu'il en avait déjà trop vu, trop vécu. « Vous êtes en sécurité ici », dit-il enfin, d'une voix grave mais bienveillante. Il leur fit signe d'entrer. À l'intérieur, la chaleur dégagée par un petit poêle les enveloppa immédiatement. Garrett leur donna de l'eau, un repas simple mais nourrissant. Il ne posa presque pas de questions. Il observait davantage qu'il ne parlait, comme s'il devinait l'histoire à travers leurs vêtements sales, leurs visages tourmentés, leurs gestes tremblants. Ce n'est que plus tard, lorsque la nuit tomba et que les flammes du poêle dansaient doucement dans la pièce, qu'il leur révéla ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Dans la profondeur de cette forêt existait un refuge, un village discret, bâti par des personnes âgées que leur propre famille avait rejetées, abandonnées ou trahies. Certains avaient été laissés pour morts, d'autres envoyés de force dans des institutions qu'ils refusaient. Ils avaient survécu, puis s'étaient unis, construisant une communauté où chacun avait une place, une utilité, un sens. Thomas et Evelyne écoutaient en silence, leurs mains entrelacées. Chaque phrase de Garrett balayait un peu plus le voile de honte, de douleur et d'incompréhension qui les étouffait. Ils n'étaient pas seuls, leur histoire n'était pas unique. Cela ne diminuait pas la cruauté de leurs enfants, mais cela leur permettait de respirer de nouveau. Garrett leur proposa de les conduire au refuge le lendemain. Et lorsque, le matin venu, ils le suivirent à travers la forêt, ils découvrirent un petit village où régnait une atmosphère paisible, presque familiale. Des hommes et des femmes d'âge mûr travaillaient dans les jardins, réparaient des outils, cuisinaient ensemble. Le regard qu'ils posèrent sur Thomas et Evelyne n'était ni curieux ni méfiant. C'était un regard de reconnaissance, celui de gens qui comprenaient sans explication. Peu à peu, Thomas et Evelyne s'intégrèrent. Thomas aida à réparer les toits, à pêcher, à entretenir les chemins. Evelyne, avec sa douceur naturelle, proposa d'apprendre à lire et à écrire à ceux qui n'avaient jamais eu cette chance, ou de lire à haute voix pour ceux dont la vue déclinait. Chaque jour, ils se sentaient moins écrasés par la trahison et davantage enveloppés par la chaleur de cette nouvelle communauté. Ils n'oublièrent jamais leurs enfants, mais leur chagrin se transforma en quelque chose de moins tranchant. Ils apprirent à vivre autrement, à reconstruire une existence que personne ne pourrait désormais leur voler. La forêt, qui les avait d'abord accueillis comme un tombeau, devenait peu à peu un sanctuaire. Leur ancienne vie s'effaçait dans les ombres, tandis qu'une existence nouvelle prenait racine dans la lumière tamisée du refuge. Ils n'étaient plus seulement deux vieillards abandonnés. Ils étaient des survivants, des bâtisseurs, des êtres à nouveau entourés de respect et d'affection. Une décision se formait doucement dans leur cœur, sans qu'ils osent encore l'avouer. Rien ne les obligerait à retourner vers ceux qui les avaient laissés mourir. Leur maison était ici, désormais, dans ce lieu qui redonnait un sens à chaque battement de leur cœur. Les jours qui suivirent leur arrivée au refuge forgèrent pour Thomas et Evelyne une routine empreinte de calme, presque de paix. Ils avaient trouvé, contre toute attente, une forme de renaissance dans ce lieu que le monde extérieur ignorait. Pourtant, au-delà des arbres, loin de la sérénité du village caché, la vie de leurs 3 enfants poursuivait son lent effondrement. Tandis que Thomas consolidait des toits et qu'Evelyne lisait à voix haute pour apaiser les âmes meurtries de leurs compagnons d'infortune, Andrew, Laura et Jason s'enfonçaient chacun dans une spirale qui, jour après jour, les entraînait vers un abîme dont ils ne parvenaient plus à s'extraire. Pour Andrew, le premier choc fut la perte de son entreprise. Il avait longtemps cultivé l'image d'un homme sûr de lui, d'un dirigeant solide, mais les erreurs qu'il avait commises dans ses dernières affaires avaient de propager autour de lui une ombre qu'aucune déclaration publique ne pouvait dissiper. Les créanciers devinrent plus insistants, les partenaires plus distants, et les employés lui tournèrent le dos dès que les rumeurs de faillite commencèrent à se répandre. Il passa des journées entières au téléphone, accumulant les appels humiliants, cherchant une solution, une aide, un miracle. Le soir, il s'isolait dans son salon déserté, entouré de documents juridiques, d'avis de saisie, d'emails menaçants. La maison qui avait autrefois symbolisé sa réussite devenait un tombeau qui résonnait du bruit sec des papiers qu'il signait à contre-cœur. Puis un matin, l'inévitable se produisit. Une équipe mandatée par la banque se présenta devant chez lui. Andrew signa les derniers formulaires d'une main tremblante.
et dut quitter les lieux sous le regard froid d'homme qui ne voyait en lui qu'un débiteur parmi d'autres. Tandis qu'il fermait la porte derrière lui pour la dernière fois, il sentit sa gorge se nouer. Le vide qui l'entourait ne provenait pas seulement de la perte de son foyer, mais de l'effondrement complet de l'identité qu'il avait construite. Il tenta d'imaginer une route pour se reconstruire, mais aucune vision ne parvenait à s'ancrer dans son esprit. Son regard était perpétuellement attiré vers ce qu'il avait voulu enterrer. Le souvenir du jour où il avait laissé ses parents dans cette forêt, ses pas s'éloignant tandis que le moteur de la voiture noyait leur voix. Laura, de son côté, s'enfonçait plus profondément dans un labyrinthe de peur et de honte. Le maître chanteur, voyant qu'elle cédait à ses demandes, avait intensifié ses menaces. Les messages devenaient plus insistants, plus explicites, évoquant la divulgation imminente des photos et des vidéos qu'elle tentait désespérément d'enfouir. Son téléphone vibrait sans cesse, et chaque nouvelle notification déclenchait une crise d'angoisse. Elle commença à éviter ses amis, à ignorer sa famille, à s'isoler. Les soirées qu'elle passait autrefois entourée de connaissances se transformèrent en nuits solitaires, éclairées par la lumière vacillante des lampes, où elle tentait d'oublier sa détresse au fond de verres successifs. Le moindre bruit dans la maison la faisait sursauter. Une porte qui claquait, une fenêtre qui vibrait sous l'effet du vent, tout semblait porter l'empreinte d'un danger imminent. Elle se mettait parfois à pleurer sans raison, accroupie sur le sol, son téléphone serré entre ses mains. À d'autres moments, elle parcourait frénétiquement les pièces de la maison, persuadée que quelqu'un s'était introduit chez elle. Cette paranoïa fut exacerbée lorsqu'elle commença à retrouver de manière inexplicable des objets de l'ancienne maison de ses parents. Un petit cadre photo, une broche appartenant à Evelyn, un carnet de notes de Thomas. Elle ne comprenait pas comment ces objets avaient atterri chez elle, mais leur simple présence suffisait à la tourmenter. Il semblait la juger, comme si les souvenirs qu'il portait murmuraient doucement son crime. Jason, lui, tentait de fuir en se bricolant une nouvelle identité. Il avait quitté son appartement, jeté sa carte SIM, changé de coiffure. Il louait désormais une chambre minuscule dans un quartier où personne ne lui poserait de questions. Pourtant, même là, il n'était jamais vraiment seul. Il sentait constamment un poids sur sa nuque, comme si quelqu'un respirait juste derrière lui. Chaque fois qu'il sortait, il jetait des coups d'œil anxieux par-dessus son épaule. La nuit, il rêvait de la forêt. Toujours la même scène, les arbres décharnés, l'air humide, les silhouettes de ses parents debout dans l'ombre, leurs visages impassibles tournés vers lui. Parfois, il entendait un pas derrière lui, parfois un morceau de phrase, et lorsqu'il se retournait, la terre semblait se dérober sous ses pieds. Ce qui devait être pour eux une libération, l'obtention rapide d'un héritage destiné à sauver leur vie, se transforma en un labyrinthe de souffrance. Lorsque Jason retourna dans la forêt pour obtenir des preuves de la mort de leurs parents, il était déjà usé par des nuits d'insomnie. Le trajet vers la clairière où ils avaient abandonné leurs parents fut pour lui une épreuve presque insupportable. Chaque arbre semblait garder la mémoire de leur crime. Chaque bruissement de feuilles résonnait comme un reproche. Il trouva quelques objets, laissés là lors de la confusion de ce jour funeste. Une montre, des anneaux, un vieux portefeuille. Il les ramassa avec des mains tremblantes, les glissa dans un sac plastique, comme s'il manipulait une preuve de meurtre. Ces objets suffirent aux autorités pour déclarer la disparition de Thomas et Evelyn et autoriser l'ouverture de la succession. L'argent fut transféré sur les comptes des 3 enfants quelques semaines plus tard. Pourtant, ce qui s'annonçait comme un soulagement n'apporta rien d'autre qu'un vide plus vaste encore. Andrew tenta de rembourser une partie de ses dettes, mais les montants qu'il devait étaient si colossaux que la somme reçue ne fit qu'amoindrir temporairement l'inévitable. Laura paya le maître chanteur, mais il exigea ensuite davantage, comprenant que ses menaces portaient toujours autant. Jason tenta d'apaiser les créanciers qui le poursuivaient, mais ces paiements ne firent que confirmer qu'il était toujours vivant, toujours joignable. En quelques mois, l'argent se volatilisa, comme s'il n'avait jamais existé. Et avec cette disparition rapide de leur héritage, naquit dans leur cœur un désespoir nouveau, plus profond que tout ce qu'ils avaient connu. Pour Andrew, la perte de ses biens ne représentait plus seulement un revers financier, mais un effacement complet de ce qu'il croyait être. Pour Laura, chaque jour ressemblait à une lutte pour ne pas sombrer dans la démence. Pour Jason, la fuite devenait une seconde nature,
Mais la culpabilité s'introduisait dans chacun de ses gestes, dans chaque souffle qu'il prenait. Leur lien, autrefois déjà fragile, se transforma en une succession de messages froids, de reproches, de disputes à demi étouffées. Ils ne se voyaient presque plus, évitant de confronter le reflet de leurs propres fautes dans les yeux des autres. Pourtant, quelque chose dans l'ombre de leur vie semblait les observer, les suivre, les attendre. Ils ne savaient pas encore que la forêt, celle où ils avaient laissé leurs parents, n'avait pas oublié. Qu'un jour viendrait où ils devraient faire face aux conséquences de leurs actes, non pas devant un tribunal humain, mais devant le souvenir vivant de ce qu'ils avaient trahi. Et pendant ce temps, loin de leur déchéance, Thomas et Evelyn, entourés d'une communauté qui leur avait offert une seconde existence, retrouvaient peu à peu la force de croire en une vie qui ne dépendait plus du regard de ceux qu'ils avaient autrefois appelés leurs enfants. Le passé commençait à se dissoudre doucement dans la paix du refuge, même si une part d'eux, la plus secrète, savait qu'un jour les chemins devraient peut-être se croiser à nouveau. Un jour où les rôles seraient inversés, où les forces seraient redistribuées, et où la vérité, dans toute sa dureté, se dresserait devant ceux qui avaient tenté de l'enterrer sous les feuillets de la forêt. L'année qui suivit la disparition de Thomas et Evelyn se déroula pour leurs enfants comme un long naufrage. Rien, ni l'argent hérité, ni les tentatives maladroites de réorganiser leur vie, n'étaient parvenus à combler le gouffre qui s'était ouvert sous leurs pas. Andrew, après avoir perdu son entreprise puis sa maison, vivait désormais dans un appartement austère qu'il louait à la périphérie de la ville. Ses journées s'écoulaient dans une routine monotone où se mêlaient entretiens refusés, démarches administratives interminables et nuits d'insomnie à tenter de recoller les morceaux d'une identité qu'il ne reconnaissait plus. Laura, de son côté, oscillait entre accès d'angoisse et moments de lucidité, mais la plupart du temps, elle se réfugiait dans l'alcool pour faire taire les menaces incessantes du maître chanteur et les voix de son propre passé. Quant à Jason, il changeait fréquemment d'adresse, vivant dans un état de peur quasi permanent, persuadé qu'on finirait par le retrouver, que ses créanciers, ou peut-être quelqu'un d'autre, viendraient réclamer le prix de ses fautes. Ils vivaient donc séparés, étrangers les uns aux autres, incapables de se réunir autrement que par des messages courts, secs, où transparaissait la lassitude autant que le mépris. Leurs discussions portaient presque exclusivement sur l'argent perdu, sur ce qu'ils auraient dû faire différemment, mais jamais sur leurs parents. Ce sujet était devenu un continent interdit, une zone d'ombre qu'aucun d'eux n'osait explorer, de peur que s'y dissimule une vérité trop lourde à affronter. Pourtant, malgré le silence qu'ils s'efforcèrent de maintenir, chacun d'eux sentait que quelque chose manquait, comme une pièce manquante dans un puzzle déjà brisé. C'est dans ce climat d'épuisement moral que l'événement inattendu survint. Un matin d'automne, alors que le vent balayait les rues d'une fraîcheur mordante, Andrew trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe d'apparence banale. Il ne prêta d'abord aucune attention particulière à ce courrier, pensant qu'il s'agissait encore d'une facture ou d'une notification administrative. Mais lorsqu'il déchira l'enveloppe, il resta figé, incapable de détourner les yeux du petit morceau de papier qu'elle contenait. Une série de coordonnées y était inscrite, sans autre indication qu'une courte phrase, tracée d'une écriture ferme et équilibrée. « La forêt se souvient. Viens si tu veux connaître la vérité. » Il sentit son visage se vider de toute couleur. Son pouls accéléra et pendant un long moment il resta immobile, le papier entre les doigts, comme si ce message avait le pouvoir de le réduire en poussière. Laura, ce même jour, reçut exactement la même enveloppe. Elle avait passé la nuit précédente à boire dans l'espoir de faire taire les pensées qui tourbillonnèrent dans son esprit. Lorsqu'elle ouvrit la lettre, ses mains se mirent à trembler à un point tel qu'elle dut s'asseoir pour ne pas tomber. Elle relut plusieurs fois la phrase, une sensation glaciale remontant le long de sa colonne vertébrale. Elle ne savait pas ce qu'elle redoutait le plus, que ce soit un mauvais tour de son maître chanteur ou que ce soit réellement lié à ses parents. Dans les deux cas, la peur qu'elle ressentit dépassait tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Jason, quant à lui, trouva l'enveloppe glissée sous la porte de la chambre qu'il louait. Personne ne devait savoir qu'il habitait là, il en était certain. La constatation qu'on avait pu le retrouver, dans un lieu qu'il n'avait révélé à personne, le plongea dans une terreur pure. Au début, il crut à un avertissement de ses créanciers. Puis en lisant la phrase, une autre peur s'ajouta, plus intime,
plus profonde, presque impossible à nommer. Ses jambes cédèrent sous lui, et il dut s'asseoir sur le sol pour reprendre son souffle. Il resta longtemps ainsi, la lettre posée à côté de lui, incapable de savoir s'il devait la brûler ou la suivre. C'est dans cet état d'incertitude et de vulnérabilité extrême que les 3 enfants prirent finalement la décision de se rendre au point indiqué. Ils ne s'étaient pas concertés. C'était comme si un instinct, venu de plus loin qu'eux-mêmes, les poussait vers cette dernière rencontre. Malgré la distance qui les séparait, malgré la rancœur et la honte, ils ressentirent chacun, au même moment, qu'ils ne pouvaient ignorer cet appel. Peut-être que la vérité, même terrible, valait la peine d'être affrontée. Peut-être que ce voyage pouvait leur offrir un fragment de rédemption. La route vers la forêt fut longue et silencieuse. Chacun d'eux emprunta un chemin différent, mais tous ressentaient la même lourdeur dans la poitrine. Lorsque Andrew atteignit enfin la clairière, le soleil commençait à décliner, projetant des lueurs dorées à travers les branches. Il resta là un instant, figé, l'air frappé par une étrange familiarité. C'était là, ou très proche de là, qu'ils avaient abandonné leurs parents. Chaque arbre semblait peser sur sa conscience comme un témoin silencieux. Peu après, Laura arriva, les yeux cernés, le souffle court. Elle jeta un regard à Andrew, mais aucun mot n'émergea de ses lèvres. Jason fut le dernier à rejoindre la clairière. Lorsqu'il aperçut ses frères et sœurs, il sentit un mélange de soulagement et de honte le traverser. Ce fut alors que la silhouette de Garrett Road apparut entre les arbres. Il avançait lentement, appuyé sur son bâton, son visage impassible éclairé par la lumière mourante du jour. Derrière lui, plusieurs figures se découpaient dans l'ombre. Des hommes et des femmes âgés, au visage serein, dont l'attitude n'était ni hostile ni accueillante. Ils observaient simplement, comme s'ils savaient depuis longtemps que ce moment devait advenir. Andrew sentit son cœur se serrer. Laura plaqua instinctivement une main sur sa bouche. Jason, lui, recula d'un pas, submergé par une émotion qu'il ne savait pas nommer. Mais rien ne les avait préparés à ce qui suivit. Thomas et Evelyn sortirent du couvert des arbres. Ils marchaient de côte à côte, droits, calmes, transformés. Leur visage ne portait aucune trace de haine, mais une force tranquille, fruit de l'année qu'ils avaient passée loin du monde qui les avait reniés. Le choc fut si violent que pendant un moment, aucun de leurs enfants ne parvint à respirer. Ils avaient envisagé tous les scénarios possibles, sauf celui d'une rencontre réelle. La vision de leurs parents vivants, debout devant eux, anéantissait toutes les certitudes sur lesquelles ils avaient bâti leurs mensonges. Evelyn observa ses 3 enfants, son regard oscillant entre douceur et tristesse. Thomas, lui, demeurait impassible, comme s'il avait préparé ces mots depuis longtemps. Les enfants, incapables de soutenir leur regard, baissèrent la tête comme des enfants fautifs. Lorsque Thomas parla, sa voix était calme, mais contenait une gravité inébranlable. Il ne leur demanda pas pourquoi ils avaient agi ainsi, car il connaissait déjà les réponses. Il ne leur reprocha rien, car la souffrance qu'ils avaient semée avait déjà produit ses propres conséquences. Il leur expliqua simplement ce qu'avaient été les derniers mois. La survie, la rencontre avec Garrett, la communauté qui leur avait offert une seconde chance, la découverte d'une existence où chaque être humain était respecté pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait. Les enfants tentèrent de répondre, de s'excuser, de justifier leur comportement. Les mots se mélangeaient dans leur bouche, aveux, regrets, mensonges involontaires, supplications. Mais Thomas et Evelyn ne cherchaient ni justification ni explication. Ils avaient dépassé ce besoin. Ce qu'ils voulurent transmettre ce jour-là, c'était une vérité simple, presque douloureuse. Ils avaient choisi de ne plus appartenir à ce monde où la valeur d'une personne pouvait être pesée selon son utilité. Ils leur annoncèrent qu'ils avaient transféré l'ensemble de leurs biens, maisons, économies, possessions, à un fonds destiné à soutenir les personnes âgées en situation d'abandon. Ils ne voulaient plus rien posséder qui puisse attirer le malheur ou la convoitise. Ils ne désiraient pas non plus revenir dans la vie de leurs enfants, car la blessure, bien que cicatrisée, demeurait une séparation définitive. La phrase qui scella leur décision resta suspendue dans l'air comme une sentence irrévocable. La famille n'est pas une affaire de sang, mais de choix. Et nous avons choisi ceux qui nous ont sauvés, ceux qui nous respectent encore. Puis accompagnés des membres du refuge, Thomas et Evelyn tournèrent le dos à leurs enfants et s'enfoncèrent dans la forêt.
Aucun d'eux ne se retourna. Les silhouettes disparurent peu à peu dans la pénombre, laissant derrière elles une clairière soudain trop vaste, trop vide. Andrew, Laura et Jason restèrent là, incapables de bouger, submergés par une détresse qu'aucune parole ne pouvait adoucir. Ils comprirent que ce qui leur avait été retiré ne se résumait pas à un héritage matériel. C'était la dernière chance de retrouver un lien, la possibilité d'un pardon que leurs parents avaient choisi de ne plus accorder. Et tandis qu'ils se tenaient immobiles, la forêt exhalait un souffle presque imperceptible, un murmure venu des profondeurs végétales, comme si les arbres eux-mêmes leur rappelaient qu'aucun acte n'était jamais vraiment oublié. La mémoire ne se vend pas, elle ne s'achète pas, elle ne s'efface pas. Si cette histoire vous a fait réfléchir, ne partez pas en silence, soutenez la chaîne. Cliquez sur « S'abonner » pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Regardez nos autres histoires. De nouveaux dénouements vous y attendent déjà. Et surtout, partagez cette vidéo afin que le plus grand nombre puisse la découvrir.